Bonjour à tous. Donc effectivement, on va changer un peu de dimension et revenir dans des dimensions un peu plus modestes. Et donc effectivement, je vais vous parler du test ACT ou ACT et de la compréhension dans le bruit et donc d'essayer de comprendre ce qu'il peut nous apporter pour nous, audioprothésistes, en cabine. Donc ce travail, je cite aussi Martin Chavant, qui est mon collègue au groupe scientifique avec qui on travaille activement sur ce sujet, et évidemment tous mes collègues d'Audilab. Donc mes conflits d'intérêts sont les suivants. Donc je suis responsable scientifique d'Audilab et je travaille en tant qu'audioprothésiste dans 2 centres du 78. Donc le test ACT, c'est un test psychoacoustique supraliminaire, qui est un acronyme qui signifie Audible Contrast Threshold. Donc c'est un test qui est orchestré par l'audioprothésiste. Vous voyez ici une photo qui a été fournie par le fabricant Interacoustics. C'est un test qui est administré au casque ou aux inserts. Et le patient entend des bursts de bruit. Et de temps en temps, ce burst, il est modulé en temps et en fréquence. Et c'est l'audioprothésiste qui décide de cette modulation et de la profondeur de modulation. Donc l'audioprothésiste, lui, va faire une procédure pseudo-adaptative au bout de laquelle l'algorithme va déterminer la plus petite profondeur de modulation que le patient est capable de percevoir. Et c'est ça qu'on appelle le plus petit contraste. Donc le fabricant, ce qu'il faut retenir, c'est que le résultat est exprimé dans une nouvelle unité qui s'appelle le dBNCL et que les scores peuvent prendre toutes les valeurs entre -4 et 16. Le fabricant propose ici une première classification, on est en plein dedans, et on retiendra que entre -4 et 4, on considère que le patient a une performance normale sur ce test. Donc voilà, mon propos, c'est absolument pas de rentrer dans les détails de ce test, mais c'est vraiment de savoir à quoi il peut nous servir. Donc on peut dire maintenant qu'on a une batterie de tests qui est enrichie. Donc on a l'audiométrie tonale, l'audiométrie vocale dans le silence, l'audiométrie vocale dans le bruit, et maintenant on a ce fameux ACT. À quoi il va nous servir? Donc on s'est naturellement interrogé sur 3 aspects. Est-ce que ce test est complémentaire à celui ou ceux qu'on fait déjà? Est-ce qu'il pourrait nous aider à faire de la prédiction? Ou est-ce que carrément il peut en remplacer d'autres? Donc comme d'habitude, on a monté une étude observationnelle, donc une RIPH3, et on a eu l'accord d'un CPP en octobre. On a aussi mis plein de sujets de mémoire chez Audilab avec cette problématique commune d'explorer ce test. Donc on avait plusieurs objectifs évidemment, mais on va dire que le principal, c'est d'essayer de comprendre le lien qu'il peut y avoir entre ce test et la vocale dans le bruit. Donc concernant ce sujet-là, les choses sont quand même assez complexes, on va dire, parce que vous savez tous qu'on a des tas de manières d'administrer le test de vocale dans le bruit. On peut faire varier le bruit, on peut faire varier la voix, on peut, quand on est en champ libre, administrer le test en bruit direct avec le bruit et la voix qui viennent du même haut-parleur en face du sujet, ou au contraire avoir le bruit autour du sujet. Le bruit lui-même, selon le test, il va être stationnaire, non stationnaire. Et surtout, quel est l'indicateur qu'on choisit pour résumer la performance dans le bruit? On parle beaucoup de SIB 50, le SIB 70 est très intéressant, l'air sous la courbe, de toute la courbe psychométrique est intéressante aussi. Donc si on s'en tient à des choses assez simples et qu'on regarde que Framatrix, qu'on administre assez souvent, oreille nue, et que donc si on est sur du Framatrix, c'est un seul indicateur, en l'occurrence ici du SIB 50, et qu'on regarde le lien avec le score ACT. Donc là, je vous propose des résultats préliminaires donc sur 200 sujets, essentiellement les presbyes et quelques normaux-entendants. Donc on a ce nuage de points. Donc mes étudiants remarqueront que je n'ai pas fait passer de droite par ce nuage de points. Et on va y revenir largement après.
On peut déjà voir qu'il y a des gens spéciaux. Donc ça, c'est le fabricant qui a décidé que les gens qui n'arrivaient pas à faire le test au bout de 3 administrations du bruit de sirène, eh ben, ils étaient mis arbitrairement à 16. Donc ces gens-là, il faudra les traiter un petit peu à part. Donc si on regarde le lien entre le SIB50 et d'autres variables, alors certes ACT, mais on a aussi plein d'autres variables dans notre batterie. Donc je peux faire une projection du SIB50 en fonction du score ACT. Je peux aussi regarder le SIB50 en fonction de la paire tonale moyenne. Donc on voit bien que si on veut faire les choses honnêtement, il faut qu'on mette toutes les variables à notre disposition dans le modèle. Donc on s'est intéressé à des modèles multivariés où on essaye d'expliquer le SIB50 par toutes ces variables à notre disposition, essentiellement l'ACT, la perte tonale, la vocale dans le silence et l'âge. Donc on a fait tourner plusieurs modèles de régression multivariés et donc ce sont des algorithmes de sélection de variables. Quand on veut qualifier la qualité de représentation d'un modèle, on utilise le coefficient de détermination, le R carré, qui nous donne, qu'on peut traduire directement en pourcentage de variance expliquée. Donc quand on fait de la sélection de variables, en fait, on fait rentrer une variable à la fois et on regarde de combien le R carré augmente quand on en fait entrer une deuxième, une troisième, etc. Donc on a des méthodes mathématiques extrêmement quantifiées pour arriver à statuer sur la qualité d'un modèle. Le résultat que nous, on observe sur toutes les données qu'on a pour l'instant, c'est que le meilleur prédicteur du SIB50, ça reste la perte tonale moyenne, avec un pourcentage de variance qui est extrêmement variable en fonction des conditions d'administration. C'est des modèles qui sont un peu instables quand même. Et donc, on a entre 40 et 60% de variance expliquée, ce qui est quand même assez énorme. Et pour VRB, c'est plutôt l'audiométrie vocale dans le silence qui va être prédictrice du SIB50, avec 30% de variance expliquée. Si on ajoute l'information de ACT, au mieux, on a 6% de variance en plus. Donc pour nous, ACT ne permet pas de prédire la vocale dans le bruit, que ce soit oreille nue ou oreille appareillée. On a aussi d'autres résultats actuellement. Alors bon, on a quand même envie de fouiller un peu plus ça et on se dit que bon, plutôt que de chercher des corrélations à tout prix, il y a sûrement des choses intéressantes à dire sur ce nuage de points. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait essayer de le découper en 4 cadrans. Et donc on prend un critère binaire sur chacune des 2 métriques. Donc pour Framatrix, on va découper les gens en bons ou mauvais selon un critère très classique, c'est le fameux 3 dB du décret, parce qu'on sait que cliniquement ça va avoir un retentissement sur le patient. Donc tous les gens qui sont plus dégradés de plus de 3 dB de SIB50 sont dits mauvais au Framatrix. Et sur ACT, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, donc on prend le critère du fabricant. Soit les gens sont en dessous de 4, soit ils sont au-dessus de 4. Donc quand on fait ça sur notre nuage de points, et voilà, là j'ai étiqueté en 4 couleurs les gens selon leur appartenance à chacun de ces 4 cadrans. Donc les gens en bleu, c'est des gens qui sont mauvais au Framatrix, bons à ACT. En vert, bons sur les 2 tests. En jaune, ceux qui sont mauvais à Framatrix et mauvais à ACT. Et en rouge, les sujets qui sont bons à Framatrix et mauvais à ACT. Donc en fait, quand on regarde ça, il y a de nouveau plein de choses à dire. Mais ce qu'on se dit tout de suite, enfin je sais pas si vous avez la même réaction que moi, c'est que finalement les points rouges, il y en a pratiquement pas. Si j'avais pris ma coupure non pas à 4 mais à 5 sur ACT, j'aurais carrément personne. Donc ça c'est un résultat assez intéressant. On se dit que les gens qui sont mauvais à ACT et bons à Framatrix n'existent pas. Et donc, si on est mauvais à ACT, on va forcément être mauvais à Framatrix. Donc ça nous apporte une information qui est intéressante pour nous en cabine, à savoir que ACT peut servir au repérage rapide de la gêne dans le bruit.
Et une autre information qui n'est absolument pas surprenante, hein, on le savait, mais on commence à le montrer, c'est que les deux tests ne mesurent pas la même chose. Il y en a un qui est beaucoup plus périphérique et l'autre qui est beaucoup plus central. Si maintenant on continue toujours sur le même nuage de points avec ce même découpage et que cette fois-ci j'étiquette en fonction de la perte tonale moyenne, donc là ma couleur elle correspond plus à mes 4 cadrans, mais elle correspond à une information supplémentaire. En rouge les normes entendants, en bleu les légères, en vert les moyennes 1 et en orange les moyennes 2. Bah là, ce qu'on peut se dire, donc là, c'est effectivement à creuser, hein, mais c'est que en fait, il n'y a absolument pas de surprise pour les normaux et les gens très sourds, moyenne 2 en l'occurrence dans ma cohorte. Donc ACT finalement n'apporte pas d'informations pour ces gens-là, alors que les verts et les bleus, ben ils se retrouvent un petit peu partout. Donc ACT finalement est peut-être pas si intéressant à faire passer pour des gens qui n'ont pas de problème d'audition. Alors sachant que j'ai pas de surdité cachée dans ma cohorte, sûrement à creuser, mais en tout cas il se passe quelque chose sûrement à creuser pour ACT sur des gens qui sont moyennement gênés, toujours sur le critère de la tonale. Et pour terminer, donc je vous montre juste un cas clinique de discordance ACT-Framatrix. Donc pour vous montrer que finalement ce qui importe, c'est de garder les deux tests et qui nous apporte des choses complémentaires. Donc un cas d'un patient qui est mauvais, alors de nouveau mauvais on s'entend bien, hein, c'est sur ce critère binaire, mauvais à Framatrix et bon à ACT. Donc ça c'est un patient qui a été vu lors du mémoire de Sandra Konietzny, là, qui a travaillé avec moi sur cette cohorte. Donc ce patient, on pourrait commenter sa perte auditive, il a un profil particulier, n'empêche que sur la perte tonale moyenne, il a 30 dB. Son score ACT est très bon, il est à 2 dB. Et au Framatrix, au bout de la 3e liste de 20 phrases, il score à moins 1 dB. Donc pour nous, il est gêné sur le critère ACT, alors qu'il n'est pas gêné du tout sur le critère... il est gêné sur le critère Framatrix et pas gêné du tout sur le critère ACT. Donc, ce qui est intéressant aussi, on n'a pas le temps d'en parler, mais c'est que le fabricant a donné la possibilité d'inclure la mesure de ACT dans le logiciel de réglage. Et donc, pour ce patient, la reco du logiciel, c'est d'aller retirer des réducteurs de bruit. Donc nous, on n'aurait pas du tout fait ça. Simplement, si on avait mesuré Framatrix, on s'était dit, ce monsieur, on va plutôt lui mettre des réducteurs de bruit. Au contraire, là, le logiciel nous propose d'en retirer. Et il se trouve que, bonne surprise, on a ramené ce patient à un Framatrix normal, qui est en dessous de moins 3 dB avec cette reco du logiciel. Donc ça n'est qu'un cas, mais c'est un cas qui peut-être nous montre qu'il y a d'informations intéressantes à tirer de ce nouveau test. En conclusion, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on a aussi administré un questionnaire à tous nos patients dans cette étude et que le test est très bien accepté. Il y a autant de gens qui trouvent l'audiométrie tonale plus facile que l'ACT, que des gens qui trouvent ACT plus facile que l'audiométrie tonale. Donc on trouve, nous, une corrélation faible entre ce test et la vocale dans le bruit. Ça reste pour nous 2 tests qui sont tout à fait complémentaires. Et on se dit qu'ACT est intéressant pour faire du repérage rapide de la gêne dans le bruit. On n'a pas dit un autre aspect qui est qu'il est intéressant pour les gens qui ne parle pas le français, puisqu'il n'y a pas du tout de matériel verbal. Et donc, ça nous est arrivé aussi de l'administrer à des gens non francophones. Pour tout ce qui est recommandations de réglage, pour nous, ça reste à creuser. Il y a des signaux intéressants, mais il faut vraiment continuer à collecter de la donnée. Voilà, c'est un sujet, je pense, qui va donner lieu à beaucoup d'études. Nous, on continue d'explorer. On vous conseille de faire de même. Voilà, mais encore pas... Avant d'arriver au big data et de faire des grosses analyses, il faut collecter de la donnée. Et voilà, j'ai pas pu m'empêcher. Je dirais que c'est la fin du premier acte et qu'il faut continuer à explorer. Merci.
Merci beaucoup, Julie, pour cette présentation. C'était vraiment... J'ai juste une petite question sur le test. Donc, à ma connaissance, il y a normalement l'utilisation justement d'un temps de réponse, qui a stimulé l'utilisation de la réutilisation de la poire réponse. Oui. Est-ce que finalement, cette utilisation-là, en regard de l'analyse que tu as pu mener, te semble être un apport pertinent ou uniquement un ajout gadget à ce stade ? On trouve ça assez pertinent et en fait, ce qui est hyper intéressant, donc par exemple, si le patient répond trop tard par rapport à la fenêtre qui a été définie, outre l'effet de problème de manipulation de poire, enfin, il y a un temps d'apprentissage évidemment. Donc c'est pris en compte par le logiciel comme une non-réponse. Pareil, quand il appuie alors qu'il n'y a pas la sirène, c'est une fausse alarme. Et en fait, ce qui serait très intéressant, et peut-être avec Jérôme Bourrien, il y a des choses intéressantes à faire là-dessus, c'est d'étudier aussi la forme des courbes, parce que il se passe des choses parfois très erratiques où à la fin on peut avoir un score, mais on voit bien que dans la forme de la courbe, il y a de l'information. Très bien, merci beaucoup.